Avez-vous même parlé de victoire à la régulière? Ce qui a été acquis régulièrement, pourquoi voudrait-on le défaire irrégulièrement? Je me pose la question. La démarche visant à aller de choix est-elle irrégulière aujourd'hui? Non, elle est constitutionnelle. Les députés qui prennent leurs responsabilités en main pour donner du tonus au bureau de l'Assemblée nationale, en âme et conscience, ils décident de l'avenir de leur chambre des représentants. Qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Mais la question que vous posez lance une piste. Ils veulent prendre leur avenir en main. Donc, avec Caméré, les députés ont l'impression que leur avenir est flou. Pour redonner du tonus au bureau ou à la Chambre. C'est-à-dire que les députés considéraient donc, dans ce cas-là, le bureau n'a pas assez de tonus. Que peut-on reprocher à Caméré? Au sein des réunions qui portent Vital Caméré, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de réunion au sein de la plateforme. A-t-il un parti qui fonctionne? La réponse est oui. Son parti fonctionne. À plein régime, non. L'UNC a perdu de son lustre et de sa pugnacité. A-t-il des alliés? Oui. Ces alliés sont-ils loyaux? La réponse est oui. Dans la mesure où, aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas encore quitté sont considérés comme loyaux. A-t-il des alliés fidèles? C'est la bonne question. Et là, je n'ai pas la réponse. Chacun répondra à sa manière. Au sein de son parti, les membres de son parti lui sont-ils loyaux? La réponse est oui, puisqu'ils n'ont pas encore quitté. Mais lui sont-ils fidèles? Lui-même sait, et certains membres de son parti le savent. Il y a des gens qui sont avec eux au sein de l'UNC, mais qui n'étaient déjà plus avec eux il y a belle lurette. Et ils le savent. On est face à une situation qui fait que vous me demandez comment on va s'organiser. On va s'organiser comment? Avant de s'organiser, il faudrait d'abord qu'on puisse se voir. Mais pour se voir, il faudrait se recontacter. S'asseoir et parler au sein d'une réunion. Ah, si vous aviez un message, quelle stratégie devrait-il mettre en place? Être convoquée. Elle sera convoquée par qui dès lors que ça fait plus d'une année qu'on cherche la convocation d'une réunion qu'on n'obtient pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si elle était convoquée, nous y viendrons. Dernière question que vous avez posée, vous me dites que je suis là, quel message je peux lui passer à travers ce canal. Je ne considère pas qu'en tant que chef de parti, allié à l'UNC, je dois venir me voter à la télévision pour pouvoir passer un message au leader de ma plateforme. Pas du tout. Il y a des canaux bien précis qui font que la collaboration entre chefs de parti... Non, je dis par rapport à cette tempête qui tend à changer la configuration même institutionnelle en République démocratique du Congo. Est-ce que Vital Caméré doit-il s'accrocher ou pas? Mais vous parlez de tempête, ça pourrait être une tempête dans un verre d'eau. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Vous ne vous êtes pas sans nul doute trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur Politicon, la force du détail. Les plaisirs et l'honneur sont pour moi de vous présenter cette tribune qui revient pour décrypter, décortiquer l'actu et même les enjeux auxquels notre pays fait face en ce moment. Beaucoup de choses à dire, vous qui nous suivez depuis hier. L'actu reste dominée par le procès Moutamba. Le verdict est tombé. 3 ans de travaux forcés et d'autres peines ou supplémentaires. On parlera aussi de remous à l'Assemblée nationale avec une voix bien indiquée. Il est allié de l'Union pour la nation congolaise, de l'UNC, de Vital Kamerhe. La rentrée parlementaire prévue pour le 15 septembre prochain promet d'être électrique. Il y aura certainement des étincelles en l'air. Comment aborder toutes ces questions? Quels sont aussi les enjeux autour de ce qui se passe dans l'hémicycle? On parlera également de l'initiative de Thambou Mbeki, le forum qui se tient et dont les assises s'ouvrent aujourd'hui 3 septembre. Elles iront jusqu'au 6 septembre prochain avec les forces sociales et politiques. Certains se sont vus refuser les visas pour participer à cette conférence intercongolaise sur la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Le gouvernement congolais a décliné l'invitation, ne trouvant pas de l'opportunité, une initiative qui est jugée inopportune par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et puis on va chuter par la tribune de Vital.
de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, dans Jeune Afrique, qui a parlé de beaucoup de choses, avec Daniel Monanteba, premier secrétaire national du Parti Les Socialistes. On en parle, il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Soyez les bienvenus, c'est un honneur, un immense honneur pour nous de vous recevoir après un long moment de disparition. C'est vrai, vous ne faites plus la communication comme au beau vieux temps. Ici, vous devenez beaucoup plus préoccupé des questions d'avenir politique, votre plateforme et surtout en gardant un œil sur les enjeux multiples auxquels le Congo fait face. Comment allez-vous? Je vais assez bien. J'ai connu des pépins de santé, beaucoup de pépins de santé. Et c'est une des raisons, en fait, la raison principale pour laquelle je ne suis plus tellement en vue sur les plateaux. Mais beaucoup de ce que vous dites est vrai, donc je préfère ne pas vous contredire. Et je vous remercie pour l'invitation. Allez, merci beaucoup, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Comment la vie de la nation se porte, l'État sur la nation, comment vous le voyez, surtout avec la rentrée scolaire, depuis le lundi dernier, l'état de route de Kinshasa. Est-ce qu'avez-vous un mot à dire par rapport à ça? Écoutez, la rentrée scolaire a toujours été un événement majeur de la vie sociale de nos populations. Les difficultés que j'ai constatées gravitent autour de plusieurs points. Le premier point, c'est l'incapacité des parents à pouvoir subvenir aux achats et ainsi de suite, aux fournitures scolaires de leurs enfants, bien que on doit se dire que la situation est bien moins pire qu'elle aurait pu être, dans la mesure où les parents sont quand même déjà débarrassés de ce fardeau du paiement des frais scolaires. C'est-à-dire que la gratuité a permis de faciliter la tâche aux parents, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en termes de ressources financières, on se rend compte que la grande majorité de nos populations et des parents d'élèves ou d'étudiants sont encore en deçà de ce dont ils auraient besoin pour pouvoir fièrement pallier aux besoins de leurs enfants. Deuxième point, il y a l'état des routes. L'état des routes qui nous ramène au transport, à la problématique transport. Les véhicules peuvent être là, mais s'il n'y a pas de routes sur lesquelles ces véhicules peuvent rouler, ça pose un problème. Le premier problème, c'est les embouteillages à grande échelle. Embouteillages qui entraînent des arrivées tardives de nos enfants sur leur lieu scolaire. Si pas des arrivées tardives, c'est-à-dire des réveils à 3h, 4h du matin pour certains enfants habitant très loin. Et c'est pénible pour quitter la maison vers 4h du matin, arriver peut-être à l'école à 5h et devoir attendre jusqu'à 7h30, 8h l'ouverture des portes. Une fois les portes ouvertes, les enfants entrent en cours à 7h30 ou 8h, mais avec déjà 3 heures perdues sur leur temps de sommeil. Un véritable parcours de gladiateur. Avec ça, comment arriver à rester concentré et studieux? Parcours de gladiateur pour nos enfants qui n'arrivent pas à rester concentrés ou studieux. Vous vous rendrez compte que de par ce fait-là, il y a une répercussion sur les résultats scolaires. Beaucoup d'enfants échouent, faute de concentration suffisante ou d'énergie suffisante. Et lorsque ces enfants échouent, ce sont les frais de scolarité qui, dans le secteur privé, ou dans certains cas dans le secteur public, parce que même si on parle de gratuité, vous savez, certaines écoles trouvent toujours un moyen de faire payer X, Y frais de ceci, cela. Mais avec ça, vous vous rendez compte que lorsque les enfants échouent, ce sont les sacrifices des parents de toute une année. Ils sont annihilés ou réduits à néant. Par la faute des parents? Non. Par la faute des enfants? Non. Par la faute de qui? Par la faute de l'État. Et en retour, comment l'État compense-t-il? C'est une problématique assez... elle est assez étoffée, mais je garde foi qu'on va continuer à travailler dans le sens de trouver des solutions. Vous êtes un acteur avisé. Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que la rentrée scolaire ou l'année scolaire 2025-2026 soit moins compliquée pour nos élèves? Vous me parlez de la rentrée scolaire, mais la rentrée scolaire est liée à plusieurs facteurs. Endogènes aux études et aussi exogènes, parce que tout dépend de l'économie.
quelqu'un avait dit, faites-moi une bonne économie, je vous ferai une bonne politique. C'est-à-dire que dès lors que l'économie fonctionne, la politique fonctionne. Mais quand l'économie fonctionne, faudrait-il encore que le politique aussi ait la notion de l'État et la notion de sa charge pour savoir exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Quand, quoi, comment, c'est la solution à tous ces problèmes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Tout à fait. Et vous avez tantôt parlé de la gratuité. Et d'aucuns critiquent, beaucoup critiquent la gratuité, la qualité de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Pour vous, aurait-il fallu que la gratuité soit maintenue ou levée en renforçant le pouvoir d'achat des parents? Eh bien non, déjà c'est une folie de critiquer la gratuité. Comment ça? Mais comment peut-on critiquer le fait que l'État fasse en sorte que les enfants n'aient pas payé de frais scolaires? En termes d'équité et d'équilibre, on parle du domaine public, pas privé. Les privés font ce qu'ils veulent. Mais il y a certaines écoles privées où les mineurs... Mais de l'autre côté, il y a la gratuité. Parallèlement, les écoles privées majorent le frais scolaire. Comment expliquez-vous ce paradoxe, ce contraste? C'est ce que je disais. Il faudrait être fou pour critiquer le principe de la gratuité. Mais lorsqu'on critique non pas la gratuité, mais les conséquences, certaines conséquences liées à la gratuité, là c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, le principe de la gratuité doit être accepté par tous. D'abord, il est constitutionnel. Ce n'est pas une invention de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'en général, les gens ont tendance à critiquer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Dès que ça vient de lui, on critique. Mais qu'il n'oublie pas que ça ne vient pas de lui. Pour la plupart des critiques, ici, il est question plus d'une gratuité mal conçue, mal parachevée, et aussi dont le résultat laisse à désirer aujourd'hui. Si elle est mal conçue, c'est qu'elle est mal conçue constitutionnellement. Parce que c'est la Constitution qui conçoit le principe de la Non, la planification ne relève pas du ressort de l'Assemblée nationale, plutôt du pouvoir en place. Dans ce cas-là, quand on parle de mal conçue, non, elle est bien conçue, telle qu'élaborée dans la Constitution, mais elle est peut-être mal planifiée, appliquée ou mal planifiée ou mal réalisée. Ça, je suis d'accord. Toute œuvre humaine a des imperfections et la gratuité, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on aurait pu orienter les choses autrement. Mais ce qui est le plus triste aujourd'hui, c'est de se dire, 7 ans après, 6 ans après, y a-t-il eu des améliorations ou pas dans l'exécution ou la mise en place de la gratuité? C'est ça la vraie question. Ceux qui continuent à la critiquer ont raison. Ceux qui, comme moi, continuent à la soutenir ont aussi raison. Le tout, c'est de savoir, en 6 ans, y a-t-il eu évolution? La réponse est oui. Y a-t-il eu évolution suffisante? Là, on peut en discuter. De quelle évolution parlez-vous exactement, Daniel Mwananteba? L'évaluation même de cette gratuité pose problème. Et quel est le format qui a été choisi? Après quelle période la gratuité devrait être analysée, affinée aux besoins ou revisitée, évaluée avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les gouvernements, les enseignants et même les bailleurs de fonds, si possible. À mon sens, je pense même qu'il faudrait qu'il y ait une évaluation trimestrielle. Trimestrielle. Parce que mensuel, ce serait trop lourd, mais au moins minimum trimestriel. Mais force est de constater que cette évaluation peine à s'inviter. Oui, mais ça dépend de la disponibilité des acteurs. Qui refuse cette évaluation? L'État, non. Au sein déjà du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il y a une cellule d'évaluation. C'est au gouvernement de l'imposer. Non, mais il y a déjà cette cellule d'évaluation dont les résultats peuvent être trouvés sur le site du ministère. Est-ce que les gens consultent pour savoir? Quand on critique, aujourd'hui, il faut critiquer aussi avec des données. Nous venons du point A, nous devions arriver au point Z, mais entre-temps, nous sommes au point F. Que s'est-il fait? Que s'est-il pas fait? Au lieu de dire tout simplement, de tout rejeter en bloc parce que ça émane d'un gouvernement ou d'un pouvoir qu'on n'accepte pas. C'est ça le vrai problème.
Mais je crois quand même qu'il y a eu des avancées en termes de gratuité. Les avancées dont vous parlez, ce n'est pas beaucoup plus en termes de chiffres et sur lesquels même le pouvoir s'appuie pour dire que voilà, il y a quelque chose d'important et suffisant qui a été réalisé. Des chiffres de quoi? Du nombre d'élèves? Plus on constate que c'est plus la quantité que la qualité. C'est ce que disent la plupart de ceux qui critiquent cette mesure. Oui, mais la plupart de ceux qui critiquent cette mesure, je suis désolé, mais quand ils viennent critiquer cette mesure, posez-leur la question de savoir exactement quels étaient les chiffres la première année et quels sont les chiffres aujourd'hui. Quelle est l'évolution graduelle de ces fameux chiffres-là en 6 ans? Aucun d'eux ne pourra vous répondre. Mais ils vont continuer à critiquer. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que je n'ai même pas l'assurance. Je sais que le chiffre a monté. Les chiffres croissaient les 3-4 premières années. Et puis, il y a eu une sorte de stabilité. L'augmentation des chiffres équivaudrait à l'augmentation du nombre d'élèves qui arrivent en primaire. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas étudié en primaire, qui se retrouve en secondaire avec la gratuité. Qui n'a pas étudié en première, mais qui se retrouve en 5e avec la gratuité. Ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire qu'il y a un essor démographique. Pour que chaque année, de plus en plus d'enfants, n'oublions pas que ça fait 6 ans que la gratuité est en place. Donc les enfants nés à 6 ans entrent dans le primaire. En 6e année première. Ça veut dire qu'il y a augmentation. Et si augmentation, ça peut être dû à 2 facteurs. Soit le boom démographique, et c'est une très bonne chose, parce que la puissance d'un État, c'est sa population. Donc, serons quand même heureux de voir notre population croître. Et le deuxième point, c'est peut-être la prise de conscience des parents qui commencent à comprendre qu'il faut envoyer les enfants à l'école. Mais s'il s'agit aussi de la prise de conscience des parents qui commencent à comprendre qu'il faut envoyer les enfants à l'école, ben, le président a gagné. Ça veut dire qu'on est parvenu à faire prendre conscience aux parents de l'importance des études. Et les enseignants en situation de précarité toujours, comment espérer avoir un système éducatif efficace et efficient sans mettre au centre de tout les animateurs pédagogiques? Déjà, quand vous dites les enseignants en situation de précarité, je me pose la question de savoir, en termes de revenus, à quel niveau commence la précarité? À partir de quel salaire peut-on dire que la personne vit en état de précarité? C'est la première question qu'il faut se poser. Et puis, quand on parle de Kinshasa, on ne parle pas de la Chopo, on ne parle pas du Bazuélé, on ne parle pas du Bandundu. Parce que le coût moyen de vie au Bandundu et à la Chopo n'est pas le même. Y a-t-il disparité en termes de salaire? Non, c'est-à-dire que... Il y en a. C'est sur ça alors qu'on devrait discuter. L'uniformisation des salaires des enseignants. Là, je suis d'accord. Mais même dans ce cas-là, le coût de la vie à Kikwit n'est pas le même qu'à Goma. Le coût de la vie à Iziro n'est pas le même qu'à Kinshasa. Ça veut dire que même si on faisait l'uniformité des salaires, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'enseignants qui serait pénalisée. Ceux de Kinshasa, pour qui le pouvoir d'achat serait réduit. Vous savez, il y a tellement de facteurs qui influent qu'on va prendre toute l'émission, hein. On va parler de rien d'autre. Et le deuxième point que vous avez cité, c'était lequel encore? Comment espérer avoir un système éducatif efficace sans mettre au centre de tout les enseignants? Mais les enseignants sont mis au centre de tout. Mais le vrai problème, moi je dis toujours... Parce que quand on parle de la gratuité, excusez-moi, du peu, elle semble être beaucoup plus dirigée ou orientée vers les élèves, le parent. Point, c'est fini. Et l'enseignant lui-même, en tout cas, du moins que je connais, la situation n'a pas sensiblement évolué. Je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas pousser la mauvaise foi jusqu'au point de nier une évidence. C'est vrai que la situation des enseignants n'est pas reluisante. Mais la vraie question est de savoir qui est en droit de revendiquer les droits des enseignants. Les enseignants eux-mêmes. Vous vivez dans la précarité. On ne vous paye pas soi-disant. Vous n'avez rien, et ainsi de suite. Mais chaque jour, vous revenez... Ils le font, mais le gouvernement congolais semble
rester insensible à leurs cris. L'année dernière même, on a connu cette situation avec 2 ou 3 mois de grève. Mais il y a un droit de travail dans les écoles publiques. Le droit du travail existe-t-il? Il y a même une inspection générale du travail dans ce pays. Les droits des travailleurs existent-ils? Oui. Sont-ils appliqués? Non. À qui la faute? Les travailleurs eux-mêmes doivent revendiquer leurs droits. Ce n'est pas à moi de le faire à leur place. S'ils considèrent qu'ils sont dans la précarité, s'ils considèrent que le service qu'ils rendent à la nation dans l'éducation de nos enfants est largement supérieur à leur rémunération, à qui la faute? Allez, merci beaucoup. On va aborder les sujets d'actualité avec notre invité Daniel Mwananteba. Il est l'allié de l'UINC de Vital Kamerhe. Avec lui, on va aborder toutes les questions qui agitent la République du Congo, dont l'affaire Constant Mutamba. Le verdict a été finalement rendu dans cette affaire rocambolesque. Pour vous, le verdict de la Cour de cassation, c'est ce qui aurait dû être prononcé? Sans en bas, je vous réponds non. Ce n'est pas ce verdict-là qui aurait dû être prononcé. Pourquoi? Là, je vais parler vraiment comme un analyste. Je vais parler comme un homme, pas de droit, parce que je ne suis pas juriste, mais je vais parler comme un homme droit, sans sombrer dans le populisme et le folklore dans lequel beaucoup ont sombré, et sans me départir de ma capacité profonde de réflexion. Quel a été le réquisitoire du ministère public? 10 ans de prison ferme. En droit, la Cour n'est pas tenue de suivre le ministère public. Elle peut aggraver la peine proposée ou atténuer. Donc à ce titre-là, je ne vais pas juger cet arrêt par rapport au réquisitoire du ministère public sur lequel beaucoup s'appuient aujourd'hui. Mais je vais poser la question de savoir que dit la loi. Lorsqu'un détournement est avéré, la personne auteur de ce détournement se verra condamnée à une peine de 20 ans de prison. Selon la Cour et ces juges-là, dans le dispositif de leur arrêt, a-t-on cristallisé le détournement? Selon leur arrêt, ont-ils cristallisé le détournement? La réponse est oui. Oui. Le droit pénal étant de stricte application, une fois qu'on a cristallisé l'infraction de détournement, automatiquement les textes s'enclenchent. Et les textes disent 20 ans. Pourquoi n'a-t-on pas donné 20 ans? On réduit une peine lorsqu'on trouve des circonstances atténuantes. Quelles sont les circonstances atténuantes qu'on a trouvées dans l'affaire Mutamba? Dans l'affaire Mutamba. Reprise dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y en a pas. Qui, dans ce cas-là, décide donc de la réduction de 20 ans à 3 ans? De 20 ans à 3 ans, je ne vais même pas faire de débat là-dessus, parce que c'est déjà une ineptie, selon moi, bien qu'on ne sommes pas censés commenter les arrêts de la Cour, mais je me dis de 20 ans à 3 ans. Quels sont les éléments qui sont constitutifs de cette réduction de peine de 17 ans envers Mutamba? Il n'y en a pas. Et là, je me dis que le droit a failli face à la communication. Et cet arrêt, selon vous, a-t-il été motivé par quel élément, par quel contour, quand on arrive à prononcer ces verdicts? Mais je ne comprends pas, c'est ça le problème. Je ne comprends pas. La loi aurait dû être dite. Pour moi, la loi n'a pas été dite. Non pas parce qu'on a condamné Mutamba, mais plutôt parce que la peine réelle dont il aurait dû être, à laquelle il aurait dû être condamné, n'est pas exécutée. J'aurais préféré qu'on la quitte. Ça aurait été plus logique qu'on la quitte. Bien que moi, je considère que les faits qui lui sont incriminés sont réels. Et lui-même ne les a pas niés. Il les a expliqués. Son entourage n'a pas nié, son entourage a expliqué. Parmi les éléments d'explication, c'est « Ah, Mbongo Ebungite Zanang ».
Mbongo est un compte dans la banque. Mais la question de savoir, est-ce que Mbongo est un compte, il y a un ministère de la Justice? La réponse est non. C'est-à-dire que le ministre avait déjà actionné le compte pour procéder à un transfert de cet argent vers le compte de la société Zion. Et comment dit la loi? Et comment on définit le détournement? Le détournement, c'est à partir du moment où le compte, l'argent a quitté le compte X pour un compte Y. Non. Dans le cas d'espèce, le détournement dans l'affaire Moutamba, ce n'est pas par rapport au fait que l'argent a quitté le compte X pour un compte Y. Le fait que l'argent est quitté, c'est ça qui a cristallisé le détournement. Okay. Mais le détournement, c'était de détourner l'argent du Frivao de sa mission première. L'argent du Frivao logé dans les comptes du ministère de la Justice était destiné, selon les textes constitutifs du Frivao, était destiné à dédommager les victimes de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda. La guerre des 6 jours, qui s'engage. Dès le moment où vous avez des fonds pour dédommager les victimes, mais vous prenez ces fonds-là, vous les détournez en les affectant à la construction d'une prison. C'est ça le détournement. Mais cela a été avalisé par le gouvernement. Oui, mais discuté en Conseil des ministres. Oui, mais est-ce qu'il y a des preuves de ça? Est-ce qu'il y a un décret de Madame la Première ministre ou des documents probants qui parleraient de ça? Le problème, si on s'appuie sur ça, mais des documents existent. On voit même un document qui est en circulation demandant à Constant Moutamba de revisiter certains contours du contrat. Mais dans ce cas-là, du projet de la construction de la prison de Kisangani. Si c'est le cas, dès lors qu'on a condamné Moutamba pour détournement de l'objet de cet argent, si il est établi qu'il a détourné sur ordre du gouvernement, mais le gouvernement est complice de détournement. C'est clair. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je me fie au texte. Y a-t-il eu détournement, oui ou non? Selon mon intime conviction, la réponse est oui. Puisque l'argent du Frivao n'était destiné ni à la construction de stades, ni à la construction de prisons, ni à la construction de quoi que ce soit d'autre. Cet argent était destiné au dédommagement. À moins qu'entre-temps, il y ait eu revisitation des statuts du Frivao qui inclut aussi certaines autres tâches. Si c'est le cas, qu'on nous montre des statuts. Mais partant de cela, avec l'aval du gouvernement, c'est qu'il y a eu complicité du gouvernement dans un détournement. C'est peut-être pour ça qu'il avait demandé la comparution de Madame la Première ministre. Je ne sais pas. Mais ça ne change pas la nature des faits. Condamné à 3 ans de prison en lieu et place de 20 ans de travaux forcés. Est-ce que, selon Daniel Monanteba, la Cour se serait inclinée à la pression de la rue qui a grondé et qui tenait coûte que coûte à balayer au magistrat? Mais je vous l'ai dit ici, il y a eu victoire de la communication et du populisme sur le droit. La Cour s'est laissée influencer. Vous savez, la plus grande force de Constant Moutamba, ça a justement été peut-être dû à la fougue de sa jeunesse et peut-être à la maîtrise des nouvelles techniques d'information et de communication. Il est parvenu aujourd'hui à inculquer une idée dans la tête des jeunes et de beaucoup de vieux par la manipulation. Comment il s'y prend? En communiquant. Il a maîtrisé la communication. Et cette communication, il a axé sur le fait qu'il maîtrisait aussi le mental des Congolais. Est-ce que ceci ne justifie pas, au-delà de ce que vous dites, la popularité de Moutamba actuellement? Est-ce que pour vous, ce procès, qui en tire le plus grand profit? Est-ce la justice pour son image ou Moutamba pour sa popularité? C'est Moutamba. Pourquoi? La justice a perdu sur tous les tableaux. Des personnes comme moi qui réfléchissent, qui comprennent les tenants et les aboutissants de ce dossier, qui s'attendaient à ce que la justice soit rendue dans la plénitude de ses obligations, je suis déçu. La justice a échoué à ces tests. La justice s'est fourvoyée, à mon sens.
en voulant atténuer pour quelque raison que ce soit. Elle n'a pas dit le droit, à mon sens. Mais ça, c'est pour les gens qui comprennent. Ils se sentent déçus de la flexibilité et de ces jugements à géométrie variable. Deuxième point sur lequel la justice a perdu, c'est que Moutamba est parvenu à manipuler l'opinion, à faire sortir les juges de leur gond. On a senti une sorte d'agitation au sein de la Cour. Cette agitation s'est transcrite par des mots extrêmement violents. Les juges, oubliant même qu'on n'en était plus à l'époque où Moutamba, ministre de la Justice, tirait sur la magistrature, ils n'ont pas pu se départir de... Ce sont des êtres humains d'abord, qui ont été longtemps blessés et profondément blessés, mais qui n'ont été incapables de se départir de cet aspect humain en laissant parler leur cœur alors qu'ils devaient faire parler leur raison. Et ils ont fait parler leur cœur pour finir jusqu'au bout. Parce que la raison aurait voulu que Moutamba soit condamné à 20 ans. Il parle d'une cabale politique contre lui. De ce point de vue, n'a-t-il pas raison? Non, il n'a pas raison. En quoi pouvait-il prouver qu'il y a cabale politique? Il peut dire vrai, mais est-ce que dans la conduite du procès, on a senti la même politique? Non. Les éléments repris par les juges, sont-ils réels ou pas? Le compte de Zion, était-il un compte courant ou pas? Oh, bon, parce que le Sénaref n'a pas laissé cet argent être transféré. Mais si le Sénaref n'avait pas bloqué ce compte, et que cet argent était transférable, compte courant, cet argent sera encore là. Mais là où je dis maintenant à la justice, c'est encore faux, vous voyez? C'est lorsqu'elle exige dans le jugement que Moutamba restitue. Comment le faire? C'était ma prochaine question. Comment le ferait-il pour constituer cet argent? On aurait dû condamner la Robank, pas condamner, mais instruire la Robank de retourner cet argent dans son compte initial. Et c'était tout. La Robank n'aurait pas pu s'opposer à une décision de justice. Et vous dites à Moutamba de remettre cet argent qu'il n'a pas. Comment le ferait-il? Qu'il n'a pas perçu, qu'il ne détient pas. Comment le ferait-il? Et si Moutamba restitue 19 millions, quid de 19 millions qui sont dans le compte de Zion? Je peux continuer. La justice a aujourd'hui raté l'occasion de frapper fort et de laver son image. Et de laver son image. Mais comme, je vous l'ai dit, Moutamba, Constant, est expert en l'art de communiquer, il s'est victimisé. Et le message est passé. Mais lorsque vous dites que Constant Moutamba est populaire, je ne pense pas qu'il soit populaire. Mais je ne dirais pas qu'actuellement, il n'a pas de popularité. Il a une popularité, mais qui n'est pas une popularité qui lui revient. Explicitez-vous. Il est populaire aujourd'hui, non pas parce que les gens sont pour Moutamba, mais la popularité qu'il détient aujourd'hui découle du fait que les gens sont contre le régime. La plupart des soutiens de Moutamba sont des farouches adversaires du régime. Et lui se présente comme une alternative. Ou des personnes aujourd'hui réfractaires au régime et à la gouvernance. Et tous ces gens, en fait, la popularité de Moutamba repose surtout sur des frustrés qui voient Moutamba comme un exutoire. Et en le soutenant, on attaque donc le régime qui s'en prend à lui, selon eux. Et le fait de le soutenir fait vaciller le... Sans forcément être une alternative crédible. Non, pas crédible. Mais c'est l'alternative dont il dispose. Mais n'oublions pas. Aujourd'hui, quelle est la tranche d'âge des soutiens de Faustin Moutamba, de Constant Moutamba? Ces soutiens sont majoritairement de jeunes. Des jeunes. Il faut dire qu'il a des soutiens dans toutes les classes sociales, dans toutes les couches sociales. Parce que j'ai vu des mamans de 50, 60 ans. Hey, Moutamba, bon, il est parvenu à faire passer ce message dans le mental des gens. Mais 80% de ses soutiens sont des jeunes de la tranche d'âge de 18 à 25 ans, 26, 28, 30 même. Posons-nous la question. Quand le régime Afdel est-il entré au Congo? 1997. Ça fait 28 ans. C'est-à-dire que quand vous voyez des jeunes de 24 ans soutenir Moutamba, brûler des pneus,
boire son leur à gainer le chanvre et tout, et d'autres étudiants normaux, mais qui le soutiennent, c'est-à-dire c'est la génération AFDEL. Et quelle est la caractéristique de la génération AFDEL? De 1997 à aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le système éducatif était déjà en baisse, mais nous sommes d'accord que le régime AFDEL a totalement détruit le système éducatif en RDC. Et la plupart des soutiens de Moutamba parmi les jeunes, ce sont des personnes qui ont été détruites. Mais le système éducatif... qui a été détruit à travers le système éducatif. C'est bien détérioré avant l'entrée de l'AFDEL. Je dis bien que le système éducatif sous Mobutu avait déjà commencé à s'éroder. On va pas nous avons tous vécu ici, nous savons. Il y a eu une baisse dans cette terme-là. Quand on a clochardisé les enseignants. Oui, mais moi, je me rappelle quand même que jusqu'en 95, 96, quand un élève avait 51-52%, c'était la fête et chez eux et dans le quartier. Parce que ce n'était pas facile d'obtenir un diplôme d'État. Mais aujourd'hui, il y a des élèves qui ont 79% qui ne fêtent même pas. Parce qu'ils se disent, 79, lui-même est surpris. Il y a des élèves qui ont raté 2 jours d'examen, sur les 4 d'examen d'État, mais ils se tapent 61, 69, 71%. Par quel enchantement. Par quel enchantement. Donc, quelque part, sous Mobutu, le système avait commencé à se détériorer, mais il faut dire que Kabila le régime, Kabila, père et fils, a accéléré cette détérioration et l'a amené vraiment vers la destruction. Et celui qui cherche à le sauver, c'est le régime actuel? Non, le régime actuel cherche juste à faire ce qui lui est recommandé constitutionnellement, c'est-à-dire mettre en place la gratuité. La gratuité a été mise en place, pas de manière parfaite, mais comme toute œuvre humaine, je disais, on aura l'occasion de l'améliorer, et même ceux qui viendront après ce régime auront pour mission de continuer à œuvrer dans l'amélioration. Donc, la gratuité, c'est une œuvre qui devrait être parfaite d'année en année. Pour revenir au cas Moutamba, aujourd'hui, je peux dire que Moutamba a gagné. Il a gagné. En quoi a-t-il gagné? Mais de par le fait qu'il est condamné pour détournement avéré. Parce que les faits sont là. On ne peut pas... Je n'ai pas de problème avec lui. Au contraire, c'est un... Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est un garçon que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on s'est croisés, on a toujours été... Bon. Mais les faits sont là. Et ces faits-là voient aujourd'hui qu'un détourneur est élevé au rang de héros. Parce que cette même justice qui s'est attaquée à lui, lui a donné trop de temps pour mettre en place sa propre stratégie. Dès le début, Constant Moutamba savait qu'il ne gagnerait pas ce procès parce que les éléments étaient là. Et qu'avec ce qu'il a eu à donner comme coup de boutoir à la justice, on n'allait pas le rater. Il le savait déjà. Et il s'est dit, bon, vieux yo baroti kanate. Na makambo na pesi bango occasion obetanga. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nabonde la bango, il a essayé de le faire. En appelant le fils de Mfonde, pour parler, dire à papa, tu vois, Toromanate, tout ça. Là, c'était au tout début de l'affaire. Il avait appelé le fils du PG Mfonde, pour supplier, dans ses petits souliers. Mais le garçon a dévoilé. Et une fois qu'il a dévoilé, ça a fait un tel scandale que c'est là que beaucoup se sont dit, oh, donc les Kamoïsa. Et quand il a compris ça, il s'est dit, ah, donc ces gens ne me feront aucun cadeau. Donc, toute négociation est exclue et c'est depuis le début qu'il a changé sa stratégie. Sauf que la magistrature n'avait pas compris que depuis le début, à travers certains faits, Moutamba avait changé la stratégie. Et la stratégie, c'était quoi? Se victimiser, communiquer dans le sens du complot. Et il a réussi. À travers le comportement aussi de certains membres de la Chambre, de la Cour, qu'il a même eu à récuser. Et une fois qu'il les a récusés, la célérité avec laquelle ils ont été remplacés pour que le procès continue a jeté du discrédit à la Cour en termes de procédure. Le problème de Moutamba, le vrai problème du dossier Moutamba, qui a fait de Moutamba ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un monsieur populaire dans une certaine frange de la population qui rejette le régime en place, le vrai problème, c'est que c'est un problème de confusion entre vitesse et précipitation. Allez. À tous les niveaux de la procédure, il y a eu précipitation. Que ce soit au Parlement, que ce soit dans le chef du gouvernement, qui, contrairement
ce à quoi je m'attendais, avant même que la levée des immunités n'ait lieu, avant même que l'autorisation de poursuite ne soit accordée, je n'ai vu aucune solidarité gouvernementale par rapport à Constant Moutamba. Alors que dans certains dossiers, nous voyons le ministre de la Communication et Médias appeler des ministres dans les fameux débriefings pour qu'ils viennent s'expliquer, quelle que soit la gravité des problèmes. Cette chance n'a pas été donnée à Moutamba pour des raisons que j'ignore, mais que je peux deviner. Parce que le problème avec Moutamba, dans son agitation et dans son folklore, il a gêné énormément de membres du gouvernement. Il a gêné même la première ministre. Nous avons vu, il se retrouve sur la même estrade et Moutamba face à son chef, face à la chef du gouvernement, sans foi ni loi et sans complexe et sans même retenue. Nazo Kassola gouvernement. Est-ce que ceci expliquerait le fait qu'on l'ait lâché? Je ne sais pas. Donc il n'y a pas eu procès politique contre Moutamba, mais seulement que le gouvernement l'a laissé clouer l'a laissé se noyer face aux preuves. À mon sens. Même chose pour le Parlement, qui a peut-être aussi accéléré, mais qui, en tout cas, qui ne s'est pas mêlé, dans la mesure où le Parlement est composé d'énormément. Tous les députés sont des politiques. Ce ne sont pas des technocrates. Et les politiques n'ont pour vision que se projeter vers les prochaines élections. Merci beaucoup. Et Moutamba, pour les prochaines élections, devenait peut-être un danger pour beaucoup d'entre eux. Et ce conseil conteste cet arrêt de la Cour. Constant Moutamba condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement des fonds. Il y a d'autres peines supplémentaires. Et c'est ce que dénonce ce conseil. À la restitution d'un montant de 19 millions de dollars, on en a parlé, à une interdiction pour une durée de 5 ans après l'exécution de sa peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité aux élections. Pourquoi insister sur ce point? En fait, les gens doivent comprendre que Moutamba est neutralisé pour 8 ans. Il est condamné à 3 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité après avoir purgé sa peine. Pendant ces 3 ans-là, il est inéligible puisqu'il sera un détenu, condamné. Ensuite, 5 ans après, il est inéligible, c'est-à-dire pendant 8 ans, Moutamba ne pourra se présenter. Le 5 ans d'inéligibilité, c'est après avoir purgé sa peine. Après avoir purgé sa peine. Relisez bien. Et c'est là que je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous prenez 3 ans, on se rend compte qu'il reste 3 ans au président de la République pour finir son 2e et dernier mandat. C'est-à-dire, 2028, Moutamba sort de prison, il ne peut pas postuler. Mais ensuite, 5 ans de plus, après avoir purgé sa peine, c'est-à-dire 2033. 2033. Et en 2033, Moutamba il est censé aura, je crois, 40... L'âge n'est pas un problème. Même s'il avait 50 ans, 60, 70 ans, même s'il avait 30 ans, même s'il avait encore 30 ans, ce n'est pas le problème. Le vrai problème se pose à quel niveau? 8 ans. Donc, logiquement, 2028, il quitte la prison. 2033, il peut postuler. N'est-ce pas? À condition qu'il y ait des élections en 2028. Bon. Or, tous les signaux portent à croire qu'il n'y aura pas d'élection d'ici 2028. Moi, ce n'est pas les signaux. Moi, je vous dis, il n'y aura pas d'élection. Pour la simple et bonne raison que 2 ans après, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun fonds qui est décaissé pour la CENI. Parce que tout est orienté vers l'effort de guerre. On peut prendre ça comme on veut, on peut analyser comme on veut, mais c'est ça les raisons qui nous sont avancées. Et moi, à mon sens, je pense que si les élections doivent avoir lieu, elles auront lieu en 2030 ou 31. C'est-à-dire dans 6 ans. Donc Tshisekedi va obtenir un glissement de 2 ans. On peut appeler ça comme on veut. Mais une chose est sûre, il y aura un glissement. Mais, vous savez, on a peur que de ce qui ne nous est jamais arrivé. Un glissement de 2 ans, on n'en aura pas peur, on l'a déjà vécu. On l'a connu. On l'a connu, donc il y a eu un jour et une nuit, il y a eu un premier, il y a eu un... Puis le ciel n'est pas tombé, comme aimait bien le dire Lambert Mende. De toute façon, bon, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que nous avons vécu. En cas de glissement, le chef de l'État reste en place jusqu'à papa. Je crois que Lambert Mende pourra nous éclairer un peu plus là-dessus. Mais pour revenir à ça, c'est-à-dire quoi? Même en cas de glissement, jusqu'en 2029, 2030, les gens devront prendre leur mal en patience parce que c'est ce qui va se passer. 2030,
élection, le mandat c'est de 2030 à 2035. Donc là, en 2035, Moutamba pourra se représenter. Mais aura-t-il toujours la même aura? Vous êtes apparemment dans mon esprit, c'était la même question. La question que je tenais même à vous poser juste après. Comment doit-il faire maintenant pour garder ses bases, reconstruire cette popularité qu'il a acquise à la suite de ce procès contre lui qui a conduit à 3 ans de travaux forcés? Et quelle suite donnez-vous à cette affaire rapidement dans 2 minutes? C'est pour ça que je parle clore avec ces dossiers. De folklore, parce que le folklore, c'est très dangereux en politique. Ces foules-là, la foule n'a pas d'âme. Surtout que j'apprends qu'on a arrêté quelques jeunes qui distribuaient de l'argent et 10 000 francs et un t-shirt pour venir gonfler les rangs. Le vrai problème avec ça, on a vu avec Coutinho. Sauvons le Congo. On était tous agglutinés devant nos téléviseurs pour suivre le pasteur Coutinho. C'est pas l'appelé à l'époque Bishop, ou je ne sais pas. Bishop Cardinal, ou je ne sais pas. Mais on était tous, Coutinho. Mais quand on l'a arrêté, il se retrouva à Makala. Réduit jusqu'à ce jour. Le peuple a vaqué à ses occupations. Le peuple essaie de trouver un nouvel exitoire parmi les gens qui sont en train de parler pour critiquer, taper sur le régime de toutes les manières. Et le peuple, écoutez, vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un chien vivant, quand vous aboyez, même si vous ne ferez pas peur, vous ne ferez peur qu'à 5 personnes sur 100. Mais quand vous êtes un lion mort qui pourrit là, vous ne ferez même pas peur à 1 personne sur 100. Il ne faut pas confondre les choses. Allez, merci beaucoup pour cette parole empreinte de sagesse. Nous allons prendre un autre chapitre, ça va vite. J'espère qu'on aura tout le temps pour éplucher les sujets, arrêter. Et on parle de remous à l'Assemblée nationale, une pétition contre Vital Kamerhe. Selon une source proche du dossier, il n'est pas exclu que tout le bureau tombe après ou dès les rentrées parlementaires prévues pour le 15 septembre prochain. Daniel Bonanteba, Vital Kamerhe face à son destin politique ou face à son destin à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ce dossier vous inspire? De l'étonnement, d'abord, parce que de manière... comment je pourrais dire? De manière logique, je ne comprends pas d'où viendrait cette motivation. Parce qu'en général, on a appris dans ce pays que lorsque le président de l'Assemblée nationale défie le chef de l'État ou va à l'encontre des intérêts du chef de l'État, très souvent à la famille politique du chef boutique, ce genre de coup, on l'a vécu. Lui-même l'a déjà vécu avec Kabila. Mais moi, dans mon analyse, jusque-là, dans mon observation, je ne vois pas très bien les tenants ou les aboutissants d'une certaine forme de défi. Ce qui fait que, dans l'état actuel des choses, je n'en comprendrai pas les motivations premières parce que, bon, si c'est réel, parce que moi je préfère me limiter à penser que nous sommes encore sous le coup de la rumeur, mais si nous quittions le coup de la rumeur, c'est-à-dire qu'il y aurait des raisons, valables ou pas, ce n'est pas le problème, mais des raisons qui motiveraient ce besoin de le faire tomber. Et en ce moment-là, j'attends d'avoir les raisons, les analyser aussi et dire ce que je pense. Mais il y a rarement de la fumée sans feu ici. Et à ce titre-là, je me dis, là, il faut que je me projette rapidement pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui? Pour vous, ça n'aurait pas été prévisible d'une certaine manière? Ça aurait pu être prévisible si on avait su les motivations. La vraie question, c'est quelles sont les motivations? Quand, par exemple, on sait tous dans quelles circonstances Vital Kamerhe s'est imposé à la régulière face à Mbosso et Abati pour parvenir à être président de la coalition Union Sacrée, la coalition qui a une majorité écrasante au sein de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on scrute
comment il est arrivé jusque-là, il s'est imposé. On ne remarque pas une sorte de faveur, comme on l'a vu avec le président du Sénat, Samalou Condé. Est-ce qu'avec tout ça, on ne se dit pas que pour Kamere, c'était prévisible? Il a gagné une victoire d'étape et on l'a laissé continuer pour quelques mois. Et on sait à quel moment peut-être on pourrait bien le faire du choix. Vous avez vous-même parlé de victoire à la régulière. Ce qui a été acquis régulièrement, pourquoi voudrait-on le défaire irrégulièrement? Je me pose la question. La démarche visant à aller de choix est-elle irrégulière aujourd'hui? Non, elle est constitutionnelle. Les députés qui prennent leurs responsabilités en main pour donner du tonus au bureau de l'Assemblée nationale, en âme et conscience, ils décident de l'avenir de leur chambre des représentants. Qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Mais la question que vous posez lance une piste. Ils veulent prendre leur avenir en main. Donc, avec Kamere, les députés ont l'impression que leur avenir est flou. Pour redonner du tonus au bureau ou à la Chambre. C'est-à-dire que les députés considéraient donc, dans ce cas-là, le bureau n'a pas assez de tonus. Que peut-on reprocher à Kamere en tant que président du Sénat, du Parlement? On lui reproche beaucoup de choses. Ces méthodes jugées autocratiques. Ah ben voilà. Le président du Parlement, le président du bureau du Parlement, a pour mission d'abord de veiller à la conduite des débats en laissant un temps égal et à l'opposition et à la majorité. Est-ce le cas ou pas? Peut-on condamner Kamere pour le fait qu'il ne conduise pas les débats de la bonne manière? Donc là, tout le monde est d'accord. Ça sera difficile de faire mieux que lui. Indiscutable. Deuxième point. Le président du bureau est censé de veiller aussi aux intérêts des députés. Les intérêts autres que ceux du vote des lois et tout, des intérêts particuliers. On dit sous Kamere, les députés sont clochardisés. Pas assez de moyens, leur fonctionnement pose problème. Ben, si c'est le cas, je le croirais aisément que ce soit un moyen suffisant, parce que la plupart de ces députés, très souvent, regardent plus leur poche que le ventre des populations. Parce qu'avec ceux qui touchent déjà, dire qu'ils sont dans la précarité ou qu'ils sont clochardisés, je crois que c'est une insulte à tout le peuple et surtout aux enseignants dont vous venez de parler ici, qui éduquent nos enfants et qui vivent, selon vous, dans la précarité. La question est, quelle serait la motivation réelle des députés? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de le déchoir. La motivation de ces députés s'appuie-t-elle sur le besoin de changer le bureau pour rendre plus efficient le fonctionnement du Parlement afin de permettre de manière plus plus expéditive et plus efficace l'exercice de leurs fonctions en termes de production et de vote des lois? Si c'est le cas. Le contrôle rigoureux sur l'action du gouvernement. Ça équivaudra à dire que Kamere a-t-il empêché le contrôle rigoureux sur le gouvernement? On ne peut pas dire ça. Moutamba est un cas d'espèce. Mais lorsqu'il a été rigoureux, on a dit qu'il s'est précipité pour clouer Moutamba. Vous savez, moi, j'attends. La vraie question que Vital Kamere doit se poser aujourd'hui, c'est lorsque ce genre de remous apparaissent. Sur qui pourra-t-il compter? Pourquoi insistez-vous sur ça? Sur qui doit-il compter? A-t-il des alliés? A-t-il un parti qui fonctionne à plein régime? Est-ce que dans vos réunions ou au sein de la plateforme qui porte Vital Kamere, y a-t-il des problèmes? Mais c'est le drame. Déjà, au sein des réunions qui portent Vital Kamere, je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de réunion au sein de la plateforme. A-t-il un parti qui fonctionne? La réponse est oui. Son parti fonctionne. À plein régime, non. L'UNC a perdu de son lustre et de sa pugnacité. A-t-il des alliés? Oui. Ces alliés sont-ils loyaux? La réponse est oui. Dans la mesure où, aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas encore quitté sont considérés comme loyaux. A-t-il des alliés fidèles? C'est la bonne question. Et là, je n'ai pas la réponse. Chacun répondra à sa manière. Au sein de son parti, les membres de son parti lui sont-ils loyaux? La réponse est oui, puisqu'ils n'ont pas encore quitté.
Mais lui sont-ils fidèles? Lui-même sait, et certains membres de son parti le savent. Il y a des gens qui sont avec eux au sein de l'UNC, mais qui n'étaient déjà plus avec eux et à belle lurette. Et ils le savent. La question est de savoir maintenant qui. Vous avez déjà répondu à ma question sans le savoir. Donc, pour vous, la loyauté, c'est quand on est physiquement avec quelqu'un. Et la fidélité, c'est dans l'esprit. Dans les actes. Et qui serait à l'origine alors de cette initiative, de cette démarche que vous qualifiez d'irrégulière? Je ne qualifie pas la démarche d'irrégulière. Je la qualifie d'irrégulière dans son esprit, mais pas dans le sens de la loi. C'est une démarche légale que la Constitution autorise. Mais quand on tombe sur de rumeurs selon lesquelles les députés sont sollicités, pour ne pas dire soudoyés, à coût de $2500 ou 3000 selon les cas, pour se préparer à cette éventualité d'ici la rentrée parlementaire prochaine, n'est-elle pas irrégulière? Est-ce que les députés décident-ils de l'avenir de l'Assemblée nationale en âme et conscience? Non, mais ce serait déjà une bassesse inouïe. 2500 pour un député. Moi, député de la République. Moi, député national, vous m'appelez même 20 000, même 100 000, je ne prendrais pas. Mais alors, 2500, je considérais ça comme une insulte terrible à ma personne. 2500. Et vous vendez votre âme. Vous vendez un homme pour 2500. Pour les cupides qui ne peuvent pas sauter de l'argent, ils auraient même pu demander 20 000. Ça aurait été plus cohérent, 20 000, 30 000, 50 000, 2500. Et dès lors qu'on sombre dans une telle bassesse, comment voulez-vous que moi je réponde? Je ne peux pas répondre à ça. J'attends de voir lorsque la machine sera mise en place. Mais je n'exclus pas le fait aussi que leur motivation puisse être légitime ou fondée. Je n'exclus rien. J'attends de voir l'évolution et qu'au moins, il y ait du concret. À ce moment-là, vous n'en faites pas, je parlerai. Dans un sens comme dans l'autre. Je n'épargnerai personne, je parlerai selon mes convictions. En quoi Vital Kamerhe dérangerait? Là, il faut poser la question à ceux qu'il est censé déranger. Comment moi je vous réponds? Je vous répondrai, la semaine prochaine, je serai là, parce que j'en saurai plus. Et je parlerai, vous en faites pas. Les prises de position quant aux multiples initiatives de paix ou de dialogue ne l'ont pas mis en porte-à-faux avec le premier des citoyens. Mais il est vrai que dans son discours, on doit se dire, appeler un chat un chat. Il est vrai que dans ses discours, certaines prises de position donnent l'impression d'aller à l'encontre, non pas de la vision du chef de l'État, mais de la perception d'un certain cercle autour du chef de l'État. Si on analysait un peu plus ses propos, on le comprenait peut-être un peu mieux. Mais le problème aussi, c'est que lorsque vous amenez les gens à toujours devoir analyser vos propos, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir s'exprimer de manière à ce que tout le monde comprenne. Surtout dans ce pays, je vous dis, nous sommes à 80% aujourd'hui des jeunes de 70-80%, génération Afdel. Nage entre une année, 28, 30, 35. Ça reste la génération Afdel. Parce qu'en 97, ceux qui sont allés à l'école, c'est ceux qui étaient nés en 87, en 91, en 91. L'Afdel arrive. Donc ils ne connaissent pas l'état du régime Mobutu. L'Afdel arrive et eux entrent en première primaire. Donc c'est-à-dire la tranche d'âge qui varie de 0 à 35 ans. Et lorsque vous avez ces gens-là qui n'ont pas eu l'occasion d'assimiler réellement ou d'être réellement éduqués ou instruits, ben, écoutez, quand vous êtes dans une société comme celle-là où les gens n'ont pas beaucoup d'instruction, parlez clairement. Il ne faut pas faire parler avec des emphases qui... Mais aujourd'hui, on dit que le pays est dirigé par... Et très souvent, les gens analysent de travers. Par le Moubutiste et leurs enfants. Pardon? Aujourd'hui, beaucoup disent que le pays est dirigé par les Mobutistes et leurs enfants, et non par ceux qui sont sortis de la colonne de l'Afdel. Non, c'est faux. Je suis moi-même Moboutiste. Fils de Moboutiste, disons. Je suis moi-même fils de Moboutiste. Je dirige quoi?
Et nous sommes nombreux. Si vous ne retrouvez pas d'autres, bien sûr, mais n'oubliez pas une chose. Ça et là. N'oubliez pas une chose. Qui, plus que les Mobutistes, ont combattu le régime Abdel? Le Kabila père et fils. Joseph Kabila a été combattu de la manière la plus virulente. Pas pour sauver les pays, mais pour conserver leur pouvoir. Non, la preuve. Moi, je suis fils de Moboutiste. Qui ne connaît pas mon combat contre Joseph Kabila? Avec tout ce que j'avais, quel était mon intérêt de risquer ma peau tous les jours? Qu'est-ce que je n'ai pas subi ici? C'était pour mon intérêt et tout ça. Et aujourd'hui, où est mon intérêt? Quel intérêt j'ai gagné? Et je me dis au moins, bon, j'avais mené le bon combat. Même si par la suite, il y a énormément de choses que je regrette. Mais j'avais mené le bon combat. Aujourd'hui, ce qu'il est advenu de moi, Dieu seul sait, et les gens le savent. Je me remets à Dieu en me disant que mon avenir sera brillant. Et je sais que je prie Dieu qu'il m'ajoute quelques années, malgré mon état de santé, afin que mon destin s'accomplisse. Je serai quelqu'un un jour. J'en ai encore l'espoir. Mais dire qu'on s'est battu pour ses intérêts, les Mobutistes, non. Et même si on s'était battu pour notre intérêt, en prenant autant de risques, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui se sont vraiment battus sont écartés? Et on doit l'accepter? Non, non. Mais on l'accepte, on se tient à carreau, on observe et on se dit, demain sera un autre jour. Dieu, c'est lui qui exauce nos prières. Et je pense que votre prière sera exaucée. Et c'est important d'y croire. Vous dites tout à l'heure qu'il n'y a pas de réunions ou d'activités qui se tiennent au sein de la plateforme qui porte Vital Kamerhe. Faut de le rencontrer. Et si c'est Tribune, c'est le canal par excellence, peut-être pour vous adresser à lui. Que pourriez-vous lui dire par rapport à tout ça? Et quelle stratégie devrait-il mettre en place pour parer à toute éventualité? Et déjà, je vous confirme, au sein de UNCA et de AVK, les deux plateformes conçues par Vital Kamerhe, au sein de laquelle se trouvent les partis alliés, il n'y a plus aucune réunion. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de contacter XY. Les alliés ont pu le rencontrer à 2 reprises. Il a donné des orientations, parlé avec, dorénavant, la personne habilitée pour tel, c'est Didier. La personne habilitée pour tel, c'est Billy Kambale. Didier Kamerhe. Pour sortir de là, on n'a jamais eu à tenir une réunion. Donc vous êtes déçu par ces traitements? Vous appelez les gens, ils sont indisponibles. Vous les appelez, ils ne décrochent même pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation parfois où même notre propre dignité est foulée aux pieds. Là, vous exprimez votre frustration. J'exprime, non pas ma frustration, j'explique les faits. Et ce sont ces faits qui pourraient conduire à ce que nous allons vivre bientôt là. Donc je préférais ne pas parler tant que je n'aurais pas eu tous les éléments. Et le fait est que c'est vous qui me posez une question. Je ne vais pas enjoliver les faits pour faire bien. Non, il n'est pas question de faire bien. Il n'y a pas de réunion. Les alliés ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de s'organiser, pour essayer d'être efficient. On n'a jamais obtenu les résultats escomptés. Nous avons été laissés pour compte. Mais je l'accepte. Moi, je me dis, c'est peut-être aussi une façon pour certains de faire la politique. Je l'accepte. Mais là, on est face à une situation qui fait que vous me demandez comment on va s'organiser. On va s'organiser comment? Avant de s'organiser, il faudrait d'abord qu'on puisse se voir. Mais pour se voir, il faudrait se recontacter. S'asseoir et parler au sein d'une réunion. Ah, si vous aviez un message, quelle stratégie devrait-il mettre en place? Elle devrait être convoquée. Elle sera convoquée par qui dès lors que ça fait plus d'une année qu'on cherche la convocation d'une réunion qu'on n'obtient pas? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si elle était convoquée, nous y viendrons. Dernière question que vous avez posée, vous me dites que je suis là, quel message je peux lui passer à travers ce canal? Je ne considère pas qu'en tant que chef de parti, allié à l'UNC, je dois venir me vautrer à la télévision pour pouvoir passer un message au leader de ma plateforme. Pas du tout. Il y a des canaux bien précis qui font que la collaboration entre chefs de parti... Non, je dis par rapport à cette tempête
qui tend à changer la configuration même institutionnelle en République du Congo. Est-ce que Vital Kamerhe doit-il s'accrocher ou pas? Mais vous parlez de tempête, ça pourrait être une tempête dans un verre d'eau. Vous me voyez, moi, commenter sur une tempête dans un verre d'eau? Non, je vous dis, par rapport à ça, je ne répondrai à aucune question, à aucun questionnement, en dehors du cadre établi dans les rapports entre l'UNC et ses alliés. Je suis un des alliés emblématiques. Je suis resté le dernier allié emblématique de l'UNC. Et à ce titre-là, je préfère parler avec l'UNC dans un cadre bien précis de concertation, pas sur un plateau de télévision. Même à cette question, vous ne répondrez pas. Je n'y répondrai pas aujourd'hui. Mais après m'être concerté avec mon partenaire, je pourrais rendre public ce que nous nous serons dit. Si, jusqu'au bout, on n'arrive pas à se concerter parce qu'on n'arrive toujours pas à se voir, mais en tant qu'homme public, comme politique, je m'assumerai et en ce moment-là, je prendrai position hors UNC. C'est clair. Vous estimez, c'est-à-dire prendre une autre direction ou une autre trajectoire? Prendre position hors UNC. Par rapport au problème dont vous venez de parler, qui est celui de la fameuse tempête qui se prépare au Parlement. Pour vous, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Je dis, ça pourrait n'être qu'une tempête dans un verre d'eau, et à ce titre-là, je ne peux pas commenter. Mais j'ai compris quand même la sournoiserie limite, hein, excusez-moi le terme, la sournoiserie de votre question, en parlant de prendre une autre direction. Je n'ai pas dit ça, mais je ne l'exclus pas. Nous sommes en politique. Rien n'est exclu. Vital Kamerhe lui-même a toujours pris la direction de ses intérêts. Rien ne m'empêcherait de la prendre. Jusque-là, je n'en suis pas là. Je parle de corriger le tir par rapport au rapport entre l'UNC et l'ALIE, par rapport à l'organisation de la plateforme dont nous faisons partie. Et il est grand temps quand même qu'on apprenne à se respecter. C'est important. Vital Kamerhe doit briser ces signes indiens qui le pourchassent depuis 2009. À la tête de l'Assemblée nationale, il n'a jamais fait plus de 3 ans. Il accède en 2006 et puis il est déchu en 2009. En 2009, aujourd'hui, oui, bon... Presque le même timing. Aujourd'hui, c'est une année. Oui, on va vers 2 ans. Peut-être que cette fois-ci, le signe indien sera brisé et qu'il parviendra à surmonter, à passer ces 3 ans-là. Mais moi, je ne considère pas qu'on en fasse une affaire d'État. Okay. Il s'agira juste de la chute d'un bureau du Parlement, avec toutes ses implications politiques, oui. Mais il y aura un matin, il y aura un soir. Il y aura un jour, il y aura un lendemain. Et le soleil ne cessera pas de briller. Et le ciel ne nous tombera pas sous la tête. On va chuter avec vous. Les temps est parti tellement vite. Les bonnes choses ne disent jamais. Tribune de Joseph Kabila dans Jeune Afrique. Pour vous, est-ce un cri de détresse ou d'alarme ou un message fort qui lance à la communauté internationale, au pouvoir en place, un message en même temps qui dit beaucoup de choses. Première question directe, Daniel Monateba. Quels sont les no-dits de la tribune de Joseph Kabila dans Jeune Afrique? Rien de nouveau. Mais moi, je verrais plutôt un cri de détresse. On a vécu pendant 18 ans dans ce pays avec un Kabila qui, patiemment, pierre par pierre, a construit une université dans ce pays. L'université de Kara. Pierre par pierre, patiemment, pendant 18 ans. Et lorsque cette université a été achevée, en 2018, avec l'ouverture de toutes les facultés, nous avons vu les recteurs de cette université, Joseph Kabila, mener ses troupes avec poigne. On a vu un Kabila qui, pendant 5 ans, 6 ans, ne s'exprimait pas. Aujourd'hui, c'est des déclarations. Il s'exprime aujourd'hui parce que les enjeux ne sont plus les mêmes au temps où il dirigeait. Oui, mais les enjeux n'étaient déjà plus les mêmes pour lui en 2023. Non, le pays n'était pas sous occupation. D'accord, mais j'ai vu certains de vos invités ici, de l'opposition, du PPRD, qui ont rappelé que ça fait 3 ans que Bounagana est occupé. 3 ans et 3 mois. Depuis 3 ans et 3 mois, Bounagana est occupé, mais
Ça ne l'intéressait pas trop. Il n'est jamais intervenu là. Aujourd'hui, ça va faire 6 mois. Il s'agite. Au moment où Goma est tombé. Et parce que la crise a pris des proportions assez inquiétantes. Oui, mais lui-même, pour avoir combattu le M23, il aurait dû savoir que dès la chute de Bunagana et l'avancée du M23, c'était déjà inquiétant. Mais il ne parlait pas. À quel moment se décide-t-il de parler? Dès lors qu'on le démasque et qu'on s'attaque à sa propre personne en lançant une procédure de destitution au niveau du Sénat et on le juge ou on le condamne. En ce moment-là, paf, monsieur devient bavard, tout feu, tout flamme, il s'attaque au régime. Est-ce que s'attaque-t-il au régime ou présente les faits? Non, à raison dans certains cas. Est-ce que les faits qu'il présente sont-ils outrés ou ne tiennent pas la route? Ils sont outrés et outrageux, dans beaucoup de cas. Il y a des choses qu'il a dites qui sont réelles, je ne vais pas les nier. Mais dans la majorité des cas, c'est outré et outrageux. Il a fait preuve, il fait preuve, même dans sa tribune, à mon sens, d'un pédantisme outrecuidant. Étant ce qu'il est, ayant géré comme il l'a fait, venant d'où il vient, il a fait preuve d'un pédantisme outrecuidant qui frise même. Ridicule. Le ridicule. Ça frise le ridicule. Il y a certains moments où on est tenu de manifester une certaine forme de pudibonderie. C'est-à-dire pudibonderie, retenue, réserve. Okay. Il est totalement... comment je peux le dire, excité. Il y a quelque chose qui se passe. Soit, moi, je peux dire que c'est un signal de détresse, mais connaissant l'homme, je me dis aussi qu'il commence à autant communiquer pour justifier des actes qu'il pourrait avoir l'intention de poser dans les jours à venir. Et dans les deux cas, légitimer certains actes qu'il va poser. Et ces actes seraient lesquels? Quand lui-même, président honoraire, ayant postulé 2 fois aux élections, et qui a eu à démissionner de l'armée avant de postuler. Mais lorsqu'aujourd'hui il revient sous la peau d'un rebelle et vous rappelle que je suis militaire, quel genre d'acte pensez-vous que ce monsieur peut se préparer à poser? Et le fait que vous rappelez son serment militaire. Mais non, il avait démissionné de l'armée. Il est revenu à la vie civile. C'est la condition pour être candidat. Il est militaire dans l'esprit. Oui, mais dans ce cas-là... Il reste. Oui, mais dans ce cas-là, quand on est militaire dans son esprit, on ne l'est pas dans les faits. S'il considère être militaire dans son esprit, il aurait fallu qu'il fasse tous ces discours-là et ces points de presse et ces tribunes dans son esprit. Il ne faut pas qu'il les rende publics. Mais à l'Oban, peut-être c'était ça la raison de sa retenue ou la raison qui justifiait son silence légendaire en tant que le recteur de l'université de Kara. Aujourd'hui, il n'a plus le même statut. C'est lui qui engage l'État et le président Félix Tshisekedi. Et face aux instants cruciaux que nous vivons, n'est-il pas temps de briser l'omerta, de briser le silence et d'apporter sa contribution pour la paix que nous voulons tous? Momemimaki, à Swanarate, à Bondarate. Nous l'avons tous entendu. Quelle est la caractéristique première de Momemimaki? Azome Mamaki, Maki Yarotokisa. Wasalanini, Ateka, Azango, bénéfice. Là, vous parlez de marchand ambulant. Lui, il n'est pas ambulant. Lui, il est assis quelque part. Oui, mais dans ce cas-là, il n'a pas besoin forcément de mais crier. Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier Yo Nanda Konao, la monque un bon dimanche, au Vanina Bana, aussi plateau à Magoté Namutu? Ome Mamaki, Ezala Boy, Ezala Mutu, Okome Mamaki n'intérêt. Partons du fait que c'est un marchand ambulant ou bien que Ateka Kata Memika Maki. Maki, ça a une valeur en marchand. Momemi Maki a son arrêté à Bundarate. Lui veut qu'on doit nous faire croire qu'Azo son arrêté, Azo Bundate, Azo Lobakaka. Mais ce qu'on dit Momemi Maki, a comment Bamba Batu Maki Nanzela, a comment détruire et loko Oyaye à Motuya, Oyoko Bimsede Mbongo. Soit, Azana garantie qu'Atana Bambi Maki Oyo, et on a aussi un abatoyo, Narosa.
Mais les lois sont soumakité ndeko Daniel Mwanateba. Mutazo mamaki lelo ezali mokonzi mboka. Non, mokonzi mboka azo diriger mboka. Atikala ko mama kité. Il n'était jamais vendeur d'eux. Yende amitiaki momemi maki. To maki yango memaki akiti yango api. On a le kotata nga pena mema. Akiti yango api. Non, momemi maki c'est lui. Sisabidimbu, c'est lui non? Est-ce que le Félix Tshisekedi le Bagaza, Sisabidimbu? Non, momemi maki c'est lui. Donc quand il parle, quand il dit ça, c'est une sagesse. Et donc tous nous pouvons nous inspirer. Ça veut dire lorsqu'on a on a des charges, on a des responsabilités, à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Ah oui. C'est là l'essence. Dans ce sens-là. D'accord, il a été président de ce pays pendant 18 ans. 18 ans. Et juste le président, au Bossani, Makambo Zagi n'a sens ya Rosala Nango pour se manifester d'une certaine manière. On préfère aux rebelles. Et là, on a trouvé ça normal. Rien ne le justifie aujourd'hui en attendant les verdicts de la haute cour militaire quant à ces dossiers. Et pour l'instant, Joseph Kabila est présumé innocent. Oui. Alors, sur ce plateau, ce n'est pas sur ce plateau que vous pouvez venir dire ça. Non, il est présumé innocent. Rebelle, il n'est pas présumé soutien du M23. Rebelle, il est présumé innocent, mais il est soutien avéré du M23. Mais que ce soit le M23 étant rebelle, Kabila ne l'est pas. C'est votre entendement. Je peux comprendre que votre réaction puisse être dictée peut-être par la ligne éditoriale qui est fixée. Mais une chose est sûre, on croit à ce que l'on dit. Écoutez, lorsqu'il y a un grand voleur dans le quartier, si vous aidez ce voleur en lui portant son sac lorsqu'il vient de commettre ses larcins, on vous qualifiera de voleur. Lorsqu'il y a un rebelle qui s'attaque à son propre pays et que vous commencez à le justifier et à le défendre, à le protéger et à s'allier à lui en disant que ces rebelles portent les mêmes aspirations que moi, comment doit-on vous traiter? Bon, je retire rebelle, tout le bras rebengo. J'espère que ça sacré Daniel Mwanateba. On va chuter avec vous, c'est intéressant. Et dans sa tribune, il dit que le tribunal de l'histoire nous jugera. Pour appeler à Tshisekedi d'insister de mettre le Congolais ensemble. C'est un message interpellatif. En une minute, rapidement, on va chuter. Mais déjà, lorsqu'il parle de tribunal de l'histoire, le premier principe avec les tribunaux, c'est que nul ne peut présumer de la teneur du jugement qui sortira de ce tribunal. Ça sera à la libre interprétation du magistrat. Qui suis-je? Un prévenu devant le tribunal de l'histoire. Nous le sommes tous. Qui rendra cet arrêt? Laissons le juge statuer. Et lorsqu'il aura statué, n'oublions pas que nul d'entre nous n'aura le droit de commenter un arrêt. Lui n'a pas commenté. Non, j'ai dit un arrêt. Il rappelle les principes. Ça concerne autant que ça le concerne. On parle du tribunal de l'histoire. Ça le concerne autant que tout le monde. On parle du tribunal de l'histoire dont Dieu seul est le véritable juge. Et quand Dieu rendra son arrêt, nous le constaterons. Et en ce moment-là, nous nous plierons à sa volonté sans commentaire. Et les tribunaux de j'espère l'histoire. que très souvent, vous savez, très souvent, lorsque les gens se réfèrent au tribunal de l'histoire, très souvent, ils sont eux-mêmes rattrapés par leur propre turpitude, dont ils ne pourront plus se prévaloir. Allez. Et l'histoire où Dieu, ici sur terre, c'est le temps. Quand il parle du tribunal d'histoire, c'est qu'il fait allusion au temps. Le temps est le second nom de Dieu. Donc, il fait allusion à Dieu. Allez, un réel plaisir de vous avoir. C'était vraiment... Là, on a frôlé, je peux dire, vous avez frôlé la perfection. Et nous pensons vous retrouver un peu plus prochainement. Mais la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine. Si j'ai les éléments nécessaires et s'il y a évolution dans cette histoire de chute ou de déchéance du bureau, je viendrai. Alors en tout cas, ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau sur ce plateau pour parler de l'évolution de cette affaire VK à la tête au péchoir de l'Assemblée nationale. On est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés. On vous retrouve très très vite avec d'autres invités pour aborder d'autres thématiques qui concernent la République démocratique du Congo. Bonsoir mesdames,
Bonsoir, messieurs, et à tout à l'heure. Inch'Allah.